Chers étudiants et étudiantes, bienvenue dans votre cours de principe de management. Nous allons consacrer cette séance à l'étude de notre quatrième chapitre qui porte sur le management et la conduite de changement. Donc, tout au long de ce chapitre, nous allons étudier ensemble qu'est-ce que c'est que le changement, comment peut-on définir le management, la conduite de changement, quelles sont les causes de changement et comment instaurer une culture de changement en entreprise, les modèles de changement, quels sont les acteurs de la conduite de changement et la résistance dans le changement, quel est le rôle du manager dans le changement, quels sont les types de changement, le management du changement et l'innovation, la communication et la conduite de changement. Donc, la première partie, nous allons donc commencer par les trois premiers titres. Donc, comme introduction, on connaît tous que l'environnement de l'entreprise, c'est un environnement qui est en train toujours de changer. Donc, le changement au sein de l'entreprise, c'est un processus qui devient incontournable, mais qui est aussi donc difficile pour cause la rapidité du changement, la nouveauté et la complexité de l'environnement. De nos jours, le changement, il est capital pour garder la compétitivité et la pérennité de l'entreprise et ça permet à l'entreprise de s'adapter à son environnement qui est donc caractérisé par la déréglementation, le changement, ça veut dire déréglementation, la concurrence accrue, le progrès technologique et la mondialisation. Donc, il faut que, euh, en tant que manager dans des entreprises, il faut comprendre que le changement est un capital actif que vous devez construire, consolider et développer. Donc, pourquoi on parle de capital qui est actif? Parce qu'on doit euh, l'incorporer dans la culture de changement de l'entreprise et c'est le fait de construire des stratégies de différenciation sur les marchés culturels. Donc, le changement et la façon avec laquelle on va gérer et on va manager donc ce changement est incontournable. Donc, le fait d'être un manager efficace, c'est le fait de faire son travail technique, plus piloter l'activité et transformer son activité. Il ne faut pas que cette activité, elle soit stagnante. Donc, cette activité, elle doit suivre l'évolution de son environnement, des technologies, etc. Donc, la première partie, on va parler de la définition du changement et conduite de changement. Une chose qui est très importante à savoir, lorsqu'on parle de changement, on parle de deux dimensions euh, qui sont essentielles. La première dimension, ce changement, il va toucher donc la dimension humaine et aussi il va toucher donc le volet de valeurs et culture d'entreprise. D'accord? Selon Larousse, le changement est une action, c'est le fait de changer, de modifier quelque chose, de partager un état, de passer pardon, d'un état à un autre. Le fait d'être modifié, changer, donc faire une transformation. Le changement peut être une modification profonde, il peut s'agir d'une rupture de rythme, tout ce qui, en d'autres termes, va bouleverser l'ordre qui est déjà établi. Donc, le changement, il porte sur l'action de changer et le résultat ou l'évaluation. Selon donc Olivier et Hall, le changement est une modification significative d'un état, d'une relation ou d'une situation dont le contexte politique,
économique et social de l'entreprise. Donc ici, on est en train de parler de l'environnement, macro-environnement. Donc, on est en train de parler du PESTEL. Donc, ces éléments affectent les personnes qui y travaillent. Il peut aussi bien concerner l'évolution de la structure et des modes de gestion que la transformation des dimensions culturelles et humaines. Donc, on parle des valeurs, des normes et des comportements. Donc, on parle de tout ce qui concerne l'entreprise et ses environnements et on parle aussi d'un changement qui peut toucher les valeurs, les normes et les comportements. Selon donc Autissier et Jean-Michel, le changement, c'est une situation par laquelle donc notre existence devient obsolète pour un avenir que nous acceptons en fonction des améliorations qu'il apportera. La situation future n'existe pas et c'est sa formalisation et la mise en mouvement qu'elle engendre par l'adhésion des participants qui lui donnent corps. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre que nous allons laisser l'existant à part parce qu'il est devenu obsolète, euh, soi-disant invalide, donc à cet instant-là, ou par l'arrivée de cette nouvelle technologie, par exemple, et que nous devons passer ou changer à, à une autre situation. Et ce processus de transition nécessite l'adhésion des participants qui vont amener ce projet de changement à la réussite. Le changement, donc, selon Autissier, c'est c'est une sorte de balancier entre un existant qui est connu et l'avenir promis. L'adhésion au changement consiste à vouloir abandonner son existant et à croire dans le futur attendu. J'explique. Alors, lorsqu'on parle de l'existant connu, donc on parle des comportements quotidiens, on parle des pratiques, des habitudes que nous avons déjà donc acquis sur une période bien déterminée de temps. Donc, c'est comme si nous sommes mis sur un pilote automatique de notre activité. Donc, on a des étapes à suivre, euh, on a des étapes à suivre, on a des questions à faire, on a un ordre bien déterminé donc de réalisation qu'on va appliquer au quotidien. Ça devient une habitude et un acquis. Lorsqu'on parle du changement, ça veut dire que nous allons promouvoir un futur. Donc, on espère apporter des évolutions, on espère apporter des améliorations à notre état actuel. Mais ce passage, cette transition nécessite quoi? Nécessite l'adhésion d'un nombre maximum d'employés et de collaborateurs et on parle aussi d'un certain niveau de risque parce que on est en train de risquer l'état et la situation actuelle, le fait de laisser de côté donc nos connaissances et nos habitudes, nos acquis pour un futur qui, euh, qui n'est pas donc sûr. D'accord? Le management du changement, c'est quoi? Le management du changement, c'est l'ensemble des opérations effectuées au sein de l'organisation et de son fonctionnement
pour lui permettre de s'adapter constamment à son environnement. Donc, on est tous d'accord que le changement existe pour que nous puissions euh, que soit envisager donc un changement ou s'adapter à un changement qui s'est déjà réalisé dans notre environnement. La qualité du management ici, elle est cruciale. Pourquoi? Premièrement, pour dynamiser les salariés, parce que les salariés, ce sont le moteur de notre activité. Ce sont, disons, euh, ce sont eux qui vont réfléchir, ce sont eux qui vont innover, ce sont eux qui vont créer quelque chose de concret, ce sont eux qui vont mettre l'effort pour réaliser et adopter ce changement-là. Donc, lorsqu'on parle de management de changement, on va toujours garder en tête les quatre activités et le processus de management, à savoir, premièrement, qui va commencer tout d'abord par le diagnostic de l'existant. On va prendre les mesures essentielles et qui sont en relation avec notre projet de changement. Nous allons ensuite tracer et tracer donc des stratégies pour le changement et en découler donc des plans d'action. Comment on va, euh, en tant que manager et collaborateur, quel est le plan d'action à suivre pour réaliser ce changement-là? Lorsqu'on parle du changement, ce changement, donc, il concerne tous les niveaux de l'organisation. Donc ici, tout le monde, il est impliqué de près ou de loin. D'accord? Et grâce à ce changement-là, grâce à ce management de changement, on est en train de chercher des améliorations. D'accord? Et pour garder le cap et le management de changement, il faut donc s'épauler par la motivation et le travail d'équipe. Ce sont deux piliers qui sont importants pour, euh, euh, pour réaliser les stratégies de changement déjà préétablies. Alors, le management du changement est constitué de trois niveaux. Le premier niveau, c'est le management du changement individuel qui exige de comprendre comment le personnel il va vivre ce changement-là. Pour cela, vous devez connaître le besoin de votre personnel pour réussir la transition. Quels sont les messages dont il a besoin? Quelles sont les nouvelles compétences qu'il doit avoir? Vous devez ici être le psychologue de vos collaborateurs ou de votre personnel pour pouvoir appliquer et amener ce projet de changement à la réussite. On passe au deuxième niveau de management, c'est le management organisationnel. Dans ceci, vous devez, en tant que manager, euh, cibler le personnel qui va être touché par ce changement-là. Et vous devez créer tout un plan qui est personnalisé, d'accord, pour pouvoir sensibiliser votre personnel cible. Vous allez choisir et adopter votre style de leadership. Vous devez aussi mettre un plan pour les encadrer et les former dans ce processus de réussite, de changement. Votre objectif central, c'est le fait de réussir les activités du management du changement organisationnel. Le troisième niveau, c'est que le management du changement à l'échelle de l'entreprise, qui permet à l'entreprise de se différencier par rapport à la concurrence et, en d'autres termes, avoir un pas en avance sur les concurrents. Pardon. Donc, ce management, il est intégré
dans les rôles, les structures et les processus et les compétences en leadership. Donc, on parle ici d'un management efficace du changement. L'idée du changement ou cette composante essentielle doit être intégrée dans les rôles, les structures, les processus et les différents projets. Donc ici, nous allons pouvoir appliquer aux initiatives. Donc ici, je dois avoir des leaders qui ont des compétences de comment ils vont guider donc leurs équipes, comment ils peuvent joindre les besoins individuels de leurs membres d'équipe et les besoins de l'entreprise pour réussir ce processus de changement. Les lieux de changement. Lorsqu'on parle de changement, on peut dire que il y a différents volets donc, qui peuvent être touchés par le changement. Donc, ces éléments peuvent être euh, classés comme suit, selon cette grille, selon donc, ce schéma-là. Donc, on va passer du niveau individuel jusqu'au collectif et du présent au futur. Donc, le premier élément qui peut être touché par le changement, ce sont les pratiques, à savoir les manières de faire et les conditions de travail. Donc, on parle de l'environnement de l'environnement matériel. Est-ce que j'ai le matériel qui est adopté pour réaliser, par exemple, cette structure de meubles, oui ou non? Est-ce que je dois acheter des nouvelles machines, oui ou non? On peut aussi appliquer le changement au niveau des outils. Donc, on parle de l'informatique et de la gestion. Au niveau de l'organisation, est-ce que ce changement va se manifester au niveau des autorités, des limitations fonctionnelles? Et on peut aussi, ce changement peut concerner les métiers, savoir-faire de l'entreprise ou la stratégie. Quelles sont donc les finalités poursuivies? Et donc, la culture de l'entreprise, ça veut dire un changement dans le système de valeurs. Donc, vous voyez que nous avons passé du niveau individuel, l'ici et maintenant, d'accord, au niveau collectif, la culture de l'entreprise et le futur. On va définir maintenant qu'est-ce que c'est que la conduite de changement. Alors, lorsqu'on parle de conduite de changement, c'est comme si nous sommes en train de conduire une voiture par analogie. D'accord? C'est quoi la conduite de changement? C'est un processus, donc ensemble de méthodes et d'outils, qui est indispensable au développement d'une organisation pour accompagner la transition entre ce qui est connu et ce qui est promis. Donc, réellement, si l'entreprise n'entretient pas de nouveaux projets, peu importe ses projets, d'accord? Si par exemple, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, le besoin du client, il a changé, d'accord? Est-ce que il est dans l'intérêt de l'entreprise de suivre cette progression ou ce changement de besoin chez son client? Oui, ou elle doit ignorer ce changement-là, lequel il est bénéfique, lequel va permettre à l'entreprise de se développer et de garder sa pérennité sur le marché. Donc, par exemple, s'il demande qu'un composant ou que l'emballage soit transformé, par exemple, et que
l'entreprise ne veut pas ou refuse de changer ces procédés-là. Donc, ça va engendrer pour elle un problème. Donc, la conduite de changement, elle doit permettre de faire connaître un projet, d'accord? De l'expliquer, de lever les résistances internes et externes, de renforcer les pratiques professionnelles des collaborateurs, d'accord? Donc, euh, ce schéma, il résume le modèle opérationnel des étapes de conduite de changement selon Autissier et Muto. Ce schéma, donc, il est constitué donc, de trois principaux volets. Le premier, c'est comment on doit diagnostiquer ou on doit faire le diagnostic du changement. Ensuite, nous allons construire ensemble un cycle d'accompagnement, d'accompagnement du changement. On va mettre en place un plan d'impact, un plan de communication, un plan de gestion, d'accord? Et aussi, donc, nous allons avoir un système de pilotage du management. Donc, on va parler de gestion des hommes et des résistances parce que il n'y a pas un changement qui va donc collecter et avoir l'adhésion totale de tous les membres de l'entreprise. Certainement, il y aura une minorité comme résistant. Et ensuite, nous allons gérer les transformations. D'accord? Les objectifs de la conduite de changement. La conduite de changement, c'est le fait d'anticiper, de définir et mettre une démarche pour accompagner un projet de transformation dans l'entreprise afin de, premièrement, s'assurer de la compréhension des changements induits par un nouveau projet. Tout passe par la compréhension. Si le personnel, il comprend euh, les avantages et le pourquoi du changement, il va s'adhérer, il va s'engager. On doit aussi garantir l'adhésion des équipes, on doit anticiper les résistances au changement, on doit réduire le coût consacré au projet parce que ce projet de changement va nous coûter de l'argent, d'accord? Et du temps. Donc pour cela, vous devez savoir comment manager le temps alloué à ce projet de changement. Et vous devez aussi favoriser l'engagement des collaborateurs. Donc, la conduite de changement, elle a trois principaux objectifs. Le premier, c'est le fait d'adhérer, transformer et évoluer. Maintenant, on va comprendre quelle est la relation entre les trois axes que nous avons vus dans cette figure-là, d'accord? Et les objectifs, quelle est la relation? Ces axes, à savoir le diagnostic du changement et de son contexte, l'accompagnement et l'utilisation des leviers de communication, formation, accompagnement, et l'axe donc du pilotage, le changement, le responsable, donc ici, il doit conduire euh, le changement et s'assurer de sa réussite. Ce sont trois cycles qui vont conditionner et qui sont nécessaires à la réussite du conduite de changement. Donc ici, ils sont essentiels pour faire adhérer, transformer et évoluer. Objectif de conduite de changement, un par un. Premièrement, le fait d'adhérer. Vous devez savoir qu'un changement qui euh, ne suscite pas l'adhésion, il est certifié à l'échec. Donc, premièrement, pour faire adhérer, vous devez comprendre les attentes des acteurs et de leur proposer des actions de communication, de formation et d'accompagnement pour qu'elles réalisent au mieux le projet proposé. Donc ici, l'adhésion, elle est conditionnée
par quoi? Par le fait que vous devez, en tant que manager, leader de ce projet de changement, vous devez communiquer, expliquer et former et accompagner, non pas s'arrêter au stade de formation, mais vous devez continuer et accompagner vos collaborateurs afin donc qu'ils continuent et qu'ils augmentent leur motivation pour ce projet de changement. Donc, vous devez comprendre quelles sont leurs attentes de ce projet de changement, de quoi ils ont besoin pour appliquer ce processus de changement et qu'est-ce qui leur gêne dans ce processus de changement. Vous devez garder une communication qui aille dans les deux sens, manager, collaborateur, collaborateur, manager. Donc ici, il y a ce qu'on appelle le feedback. Donc communication en double sens. Et vous devez mettre en place des dispositifs d'arrangement. Le deuxième objectif, c'est transformer. Après la compréhension de l'intérêt de ce projet de changement, le personnel, il va se mettre en situation de production. Il va faire le diagnostic de l'existant, envisager et innover des pratiques, des nouvelles pratiques et des nouvelles solutions. Il va réaliser des modifications, des processus, des structures, des pratiques et des compétences. Donc ici, lorsqu'on parle de le fait de réaliser des modifications, des processus et des structures, on va parler des transformations au niveau de réalisation du travail, mais aussi au niveau des compétences, au niveau des idées, au niveau des connaissances. Transformer, c'est aussi obliger chacun à s'interroger sur son existence, son futur et s'investir dans des actions, de se repositionner et défendre sa position. Donc ici, lors de ce processus de transformation, il y a, ce qu'on appelle euh, des idées, une analyse que chaque individu il va adopter. Il va s'interroger sur ce qu'il possède aujourd'hui et ce qu'il pourra améliorer ou posséder donc au futur et et comment il va s'investir dans ces actions-là. D'accord? Le troisième objectif, c'est le fait d'évoluer. L'évolution, c'est une conséquence à moyen et long terme de la phase de transformation. Donc, c'est comme si on va se mettre dans une boucle d'expérimentation qui va permettre de se doter de nouveaux comportements et de compétences. Ces comportements peuvent concerner où les résultats attendus sont opérationnels. Peut-être qu'on doit remplacer une application informatique. On doit aussi changer le projet en termes de budget et de planning. Et aussi, on doit apporter des changements au niveau culturel, ça veut dire augmentation de l'autonomie des salariés et développer une culture de résultats. Ça, c'est essentiel. Donc, ces trois objectifs, elles partent donc de l'adhésion jusqu'à le fait d'évoluer et vous devez donc vous rendre compte que nous allons partir de l'individu jusqu'à atteindre la culture de l'entreprise. Selon Otizier donc, et Muto, il existe trois leviers de la conduite de changement. Le premier levier, c'est la communication qui est un acte stratégique de la conduite de changement. Elle vise à donner du sens, susciter la prise de conscience, faire évoluer l'état d'esprit des collaborateurs pour qu'ils s'engagent. Donc, à travers ma communication en tant que manager leader, je dois savoir comment
je dois communiquer ce changement-là, comment je vais amener tout le monde à s'engager dans ce projet de changement. C'est comme si vous allez éveiller leur conscience euh, et éveiller leur intérêt pour qu'ils adhèrent à ce changement à travers quoi? À travers la communication. Le deuxième levier, c'est le levier de la formation. Donc, c'est un levier qui est majeur, qui est très important dans la conduite de changement et qui est essentiel pour apprendre de nouvelles compétences et de comportements nécessaires pour ce changement-là. C'est cette formation-là qui va donner la confiance et le savoir, que ce soit théorique ou pratique, pour que ce changement, il sera appliqué sereinement, sans problème, sans conflit, sans peur et sans résistance. D'accord? Le troisième levier, c'est l'accompagnement dans la durée. L'accompagnement, il est important, c'est un levier qui est important parce que on ne doit pas s'arrêter jusqu'à oui, moi en tant que manager, j'ai un projet de management, j'ai un projet de changement. Je vais communiquer, je vais expliquer, je vais engager donc les différents collaborateurs. Je vais leur fournir une formation théorique et pratique et à un instant, à un moment donné, après cette formation, on va arrêter tout. Non, c'est faux. Donc, la formation, elle doit être solidifiée, si je peux utiliser ce terme-là, par quoi? Par l'accompagnement. Donc, en accompagnant vos collaborateurs dans le processus de changement, vous allez les rassurer plus et vous allez les aider aussi à débloquer certains points lors de la réalisation de ce projet de changement. Ceci, ça veut dire l'accompagnement, il va permettre d'aider les personnes à comprendre le changement afin de diminuer les risques de résistance. Donc, plus on avance dans le projet de réalisation, plus en tant que manager leader, vous êtes là, vous communiquez, euh, vous, vous êtes en train de garantir qu'il y a le feedback, vous avez donné les formations essentielles pour appliquer ce changement-là. Vous êtes là pour les accompagner à dissoudre les obstacles, à s'engager plus. Vous êtes en train de les rassurer, vous êtes en train de les accompagner. Donc, ils vont de plus en plus comprendre la nécessité et l'importance de ce changement-là, d'accord? Et vous allez les amener à réussir cette étape et cette transition. On passe maintenant pour comprendre ensemble quelles sont les causes maintenant du changement, d'accord? Et quelle est la culture de changement en entreprise. Les causes peuvent être externes ou internes. Externes comme l'accroissement de la concurrence, la demande des clients, les évolutions dans les réglementations, que ce soit politique, que ce soit technologique, et la globalisation des marchés. Pour cause interne, on trouve la fusion, la variation des performances, les cultures organisationnelles, les pressions sur les prix et le fait d'avoir une nouvelle direction, donc une nouvelle stratégie. On passe maintenant pour comprendre l'importance et la place capitale du changement dans la culture de l'entreprise. Tout d'abord, on doit comprendre
C'est quoi la culture d'entreprise? La culture d'entreprise, ce sont toutes les valeurs, toutes les normes, toutes les expériences acquises, d'accord? Toutes, euh, donc, euh, toute leur efficacité, leur adaptation, euh, leur, leur façon d'apporter de l'écoute à leurs employés. Donc, selon Simon, la culture fonctionne comme la quille d'un grand voilier. On la voit si peu qu'on pourrait en oublier l'existence. C'est pourtant elle qui donne toute sa stabilité au bateau, qui permet à l'équipage de tenir son cap. C'est elle qui facilite la remontée au vent, même par un gros temps. Donc, la culture de l'entreprise, elle est capitale. On va, on va comprendre l'utilité et la place du changement à travers la définition de Stribel. Donc, c'est le fait de concevoir euh, des changements constitue la partie donc aisée de la tâche. La partie la plus difficile, elle commence lorsqu'on doit plonger dans l'action pour réaliser ces changements-là. Donc, ceci nous amène à comprendre que c'est vraiment très simple de mettre sur papier et de concevoir un changement sur papier, d'accord? Et le plus difficile euh, sera l'application. Comment, en tant que manager, vous allez réaliser ce processus de changement-là? D'accord? Et il est essentiel que vous compreniez, si on veut passer d'un état à un autre, même au niveau individuel, vous devez sortir et quitter cette zone de confort. La zone de confort, c'est l'ensemble de connaissances et des apprentissages déjà acquis. Mais ce processus de transmission, de transition, pardon, ce processus de changement va vous apporter de nouvelles apprentissages. Donc, pour cela, pour concevoir ce changement-là, vous devez adopter une logique d'apprentissage. On passe d'un stade à un autre, d'une situation à un autre, en quoi? En apprenant. Donc, l'apprentissage, c'est le moteur du changement. Selon le professeur Réal Jacob, une transformation culturelle réussie, c'est une transformation qu'on peut observer quotidiennement et concrètement dans des gestes. Ce sont des pratiques de gestion et des comportements qui reflètent les valeurs, les attitudes qu'on souhaite voir émerger dans la poursuite d'une nouvelle vision. Donc ici, en tant que vous, manager, vous avez fixé une vision de changement et vous devez, donc, si vous devez donc amener une transformation culturelle, on doit observer ces transformations voulues dans vos gestes, dans vos comportements quotidiens. D'accord? Donc ici, euh, on va parler de la capacité, on va passer à la notion maintenant de capacité de changement. Donc ici, notre capacité de changement, elle est reliée à nos capacités d'apprentissage. Donc, réellement, nos capacités d'apprentissage, ce sont eux qui vont augmenter nos capacités de changement. Et ceci va nous amener à créer quoi? À créer une synergie nouvelle dans le travail collaboratif. Donc, on va améliorer la qualité des liens collaboratifs au côté relationnel, culture, sociaux et
symbolique entre les salariés de l'entreprise. Ceci va nous amener à quoi? À réaliser une meilleure performance et une bonne mise en œuvre du projet de changement. Donc ici, vous devez comprendre que le changement, il est essentiel pour augmenter la performance de mon entreprise. Pour cela, je dois travailler sur ce qu'on appelle la synergie de travail collaboratif qui va nous amener à une logique de capacité de changement. Cette logique de capacité de changement va nous amener à augmenter et à gérer nos capacités d'apprentissage. Donc, l'apprentissage, c'est le moteur de cette culture et l'implémentation de culture de changement dans mon entreprise. On passe maintenant à étudier ensemble les modèles de changement. Les modèles de changement, donc, il existe différents modèles selon les auteurs. Donc, selon 4 axes, les changements permanents, les changements organisés, imposés et négociés. Donc, ici, vous trouvez les différents auteurs de changement. On va choisir d'étudier ensemble le modèle de Kurt Lewin, qui est constitué par 3 principaux étapes. La première, donc, c'est le fait de dégeler, inciter au changement. C'est le fait de faire comprendre aux collaborateurs que le changement, il est urgent et inévitable. Donc, c'est comme si notre existence, notre position sur le marché, notre position dans cette entreprise dépend uniquement de l'adoption de ce changement-là. Donc, c'est le fait de convaincre de votre nouvelle vision en tant que manager, c'est le fait de savoir quels sont les points forts que vous devez utiliser comme support, comme appui pour encourager et aider à appliquer ce changement voulu. Et aussi, vous devez savoir que dans cette étape, vous allez être ou vous allez faire face à de la résistance. La deuxième étape, c'est le fait de changer. Donc ici, vous devez exposer, appliquer la nouvelle manière de faire. Ici, le rôle du manager, c'est un rôle de modèle qui est important pour faciliter le changement. Et la troisième étape, c'est le fait de recongeler. Ça veut dire on va solidifier le changement. On va stabiliser, consolider et perfectionner ce que nous avons changé. Donc, c'est l'étape où le morceau de glaçon, il a repris sa forme donc cubique. Donc ici, on va stabiliser, on va perfectionner ces compétences ou cette nouvelle technique que nous avons appris. Et ici, en tant que manager, vous êtes coach, vous allez aider et participer à garder cette stabilité de changement. Donc, autrement, dans l'étape de dégêler, en tant que manager, vous devez informer sur le processus et la nécessité de changer. Vous devez faire naître l'environnement favorable pour ce changement-là. Vous devez donc aussi recueillir les avis et les préoccupations de chacun, d'accord? Vous devez aussi mettre en place un management bienveillant. Donc, vous devez savoir une chose, que nous sommes tous différents et nous allons réagir différemment face à un changement dans notre environnement ou dans nos habitudes. Donc, pour cela, le manager, il doit être bienveillant. Il doit essayer de canaliser ses énergies, diminuer donc les tensions, diminuer les peurs qui existent chez ses collaborateurs. Donc, il doit aussi planifier les objectifs et les ressources.
Dans la deuxième étape, où on est censé changer, donc le manager, il doit encourager les équipes, il doit former et encadrer, manager et guider, assurer donc que les ressources essentielles et nécessaires sont adéquates à ce changement, existent, d'accord? Il doit aussi veiller à récolter toujours des retours régulièrement. Donc, on parle ici du feedback. Et aussi, il doit donc faire preuve d'empathie. L'empathie, elle est essentielle. On est en phase de changement. On doit se mettre à la place de l'employé qui est en train de faire un effort et de changer et de subir les effets de ce changement-là. Alors, cette empathie doit avoir l'écoute, il doit écouter donc ses collaborateurs. La troisième étape, c'est de recongeler. Donc ici, en tant que manager, vous devez fixer les indicateurs de performance, vous devez contrôler et évaluer, développer des moyens pour maintenir le changement, célébrer les réussites. Donc ici, euh, lors de la réalisation et après la réalisation du processus de changement, vous devez faire des récompenses à vos collaborateurs parce qu'ils ont réussi à adopter ces nouvelles habitudes. Donc tout ceci, vous pouvez le trouver dans l'ouvrage de Kurt Lewin and Freeze, Change and Refreeze. On passe au modèle d'Adkar. Les résultats de la gestion du changement individuel selon le modèle ADKAR. Alors, c'est quoi le A? Le A, c'est le awareness, c'est le fait de sensibiliser les employés à la nécessité de changer. Dans cette étape, nous allons répondre à la question quelle est la nature du changement? Pourquoi ce changement a-t-il lieu et quel est le risque si on ne change pas? Donc ici, l'employé ou le personnel, il est en train de comprendre pourquoi je dois changer. Donc on est en train de comprendre et d'étudier l'état présent, l'état actuel. Deuxièmement, le D, c'est donc le fait de susciter le désir de changer. Quelles sont les motivations personnelles à changer? Quels sont les moteurs organisationnels qui soutiennent et qui incitent à changer? Donc, par quoi, en tant que moi, manager leader, je dois inciter, comment je vais motiver ce personnel afin qu'il puisse être motivé et afin qu'il décide de participer à ce processus ou ce projet de management de changement. On passe à l'étape de transition dans laquelle on parle du knowledge, ça veut dire les connaissances. Dans cette étape, nous allons former nos employés à la manière d'opérer le changement. Donc, quelles connaissances et compétences et savoir-être sont nécessaires pour opérer ce changement? Ensuite, on va comprendre comment changer. Donc, dans cette étape, l'employé, il sait comment il va changer. Donc, on l'a déjà formé. L'entreprise lui a donc permis de se former. Elle lui a donné les connaissances, les formations nécessaires, que ce soit théoriques ou pratiques. Ensuite, il va passer à l'habilité. Donc, c'est le fait de concrétiser ses connaissances en capacité à réaliser le changement. Donc, quelles sont les barrières qui vont l'empêcher maintenant de mettre en place ce changement-là? Donc, c'est le fait que le personnel dans cette étape, il va dire que je suis capable, donc, pour
je suis capable d'appliquer ce changement-là. Je vais passer ces obstacles, je vais passer ces barrières-là. Donc, grâce à quoi? Grâce à l'étape précédente, c'est les connaissances qu'il a acquis, d'accord? Et le maintien de la motivation, le maintien de la motivation par les managers et les différents collaborateurs. La dernière étape, elle concerne le futur. Le futur, on va parler de le, euh, le réenforcement, c'est le fait de rendre ce changement permanent en consolidant les nouvelles méthodes. Donc ici, dans cette étape, le manager, il va s'assurer que ce changement, il sera donc appliqué sur une période de temps jusqu'à ce que peut-être un autre changement, il sera réalisé. Donc ici, nous allons savoir quel mécanisme et quel processus va nous aider à conserver ce nouvel état après le changement. Quels sont les moyens pour reconnaître et inciter et aussi récompenser. Donc, à cette étape, le personnel, il va vous dire, je continuerai à donc appliquer les nouvelles méthodes. Ce modèle d'ADKAR, il est axé donc sur les objectifs. Il y a deux objectifs que on doit cumuler simultanément pour qu'on puisse parler de la réussite du changement. Le premier objectif donc concerne l'employé et le deuxième concerne le processus ou les phases de changement. Donc, on parle ici de sensibilisation, désir, connaissance, capacité et renforcement. Et donc, ce chemin vers la réussite de changement, il est conditionné par la réalisation de ces objectifs simultanément. D'accord? Le modèle de Kotter que nous avons déjà étudié ensemble dans le chapitre précédent, qui contient donc ici 8 étapes, qui commence par le fait de créer l'urgence, passant par former l'équipe du pilotage soudé, développer une vision stratégique, développer le plan de communication, inciter et donner le pouvoir d'agir, gérer les quick wins. Donc, lorsqu'on parle des quick wins, ce sont les petits résultats réalisés. Donc, on doit les communiquer pour augmenter la motivation et l'engagement dans le processus de changement. Ensuite, nous allons consolider et accélérer les changements et enfin arriver jusqu'à transformer euh, la démarche en véritable culture. Donc ici, vous devez prendre conscience que le fait de créer le sentiment d'urgence, donc on est parti du niveau individuel dans cette logique de changement, jusqu'à arriver à le fait de incorporer et instaurer cette démarche de changement dans la culture de l'entreprise. Dans ce modèle de Kotter, le rôle du manager dans le processus de management de Kotter, c'est premièrement préparer le changement. Ça veut dire que on va commencer en tant que manager par préparer le changement, par, premièrement, développer l'argumentaire pourquoi changer maintenant. Donc ici, à travers votre communication, vous devez préparer, disons, un stock d'arguments pour pouvoir répondre aux multiples questions de vos collaborateurs pour essayer de nourrir leur soif pour comprendre le pourquoi du changement. Deuxièmement, vous devez identifier les groupes relais du changement. Sur quels sont les groupes que vous pouvez utiliser comme soutien pour encourager ce changement-là? Deuxième étape, lorsque vous allez engager le changement,
Vous devez, en tant que manager, avoir une vision du changement. Elle doit être claire dans votre tête et dans votre esprit et vous devez savoir comment vous allez la planifier. Et aussi, une chose qui est importante pour augmenter l'engagement, c'est le fait de savoir communiquer la vision du changement. Troisième étape, c'est le fait de réaliser le changement. Donc ici, vous allez traiter les obstacles au changement au quotidien, d'accord? Vous allez aussi avoir des résultats rapides à montrer. Lorsqu'on réalise des quick wins, on doit communiquer, on doit informer, on doit partager ces résultats pour augmenter l'adhésion et diminuer la résistance. Ensuite, on crée le changement. Lorsqu'on veut ancrer le changement, le manager, selon Cotter, il doit s'assurer des compétences et postures pour amplifier le changement. Il doit faire le lien entre changement, vie business et la vie quotidienne. Donc, selon Cotter, le processus convertit les individus résistants en participants réceptifs grâce à quoi? La confiance, transparence et travail en équipe. La courbe, maintenant, on sait que donc le changement, il va venir bouleverser la stabilité chez donc les employés. Donc, il y aura ce qu'on appelle une courbe de transformation dans leurs sentiments et dans leur comportement. Cette courbe, donc, qui commence ici par le choc, le déni, donc, et qui va donc arriver jusqu'à l'action. Donc, dans cette étape de déni, donc ce n'est pas vrai. L'employé va dire que ce n'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. Ils veulent maintenant que je vais appliquer de nouvelles méthodes. Ils veulent que j'apprenne de nouvelles choses. Ils veulent que je change ma méthode. Donc, il va avoir un choc, d'accord? Ensuite, il va se mettre en colère, d'accord? Il va donc dire que jamais je vais m'arriver à m'en sortir dans ce changement-là. Dans cette étape, vous devez, en tant que manager, savoir informer avec empathie et assertivité. Ensuite, lorsqu'on arrive à l'étape du questionnement, d'accord, l'employé va essayer de négocier. Il va vous dire, si je fais un effort, puis-je continuer comme avant? Ça, il est en train de marchander avec vous. Dans cette étape-là, il va donc arriver jusqu'à l'étape de tristesse et de dépression parce que dans sa tête, il n'y a que le fait qu'il va laisser de côté ce qu'il a appris durant des années. Vous ne devez pas vous moquer ou diminuer l'importance des acquis sur des années, d'accord? Ou ses habitudes, donc au quotidien, il est en train donc de les appliquer. À ce stade-là, en tant que manager, donc vous devez coacher, vous devez augmenter donc la confiance et l'estime en soi et vous devez montrer votre optimisme. D'accord? Ça, c'est cette partie de la courbe de Kühlberg-Ross, la partie descendante. Dans ces deux cases-là, nous sommes dans un environnement de résistance. On est en train, l'employé, il est en train de résister au changement. On passe maintenant à la deuxième partie de la courbe, qui est une partie ascendante. Dans cette partie, donc, l'employé, il va être remobilisé, d'accord? Il va donc ici, dans ce point, accepter. Il va vous dire, ce n'est pas ce que j'avais prévu, mais je vais quand même voir ce que je peux faire. Donc, il y a ici
de l'acceptation. Il va participer avec nous. D'accord? Dans cette étape-là, il va découvrir le sens. Donc ici, j'envisage la situation avec un bon point de vue. Donc ici, il y a de l'application. Il a essayé, il a appliqué, et grâce à cette application, il a compris le sens de de ce changement-là. Il a compris l'utilité. Donc, dans cette remobilisation, vous devez, en tant que manager, encourager avec estime de soi, confiance en soi, empathie, optimisme, flexibilité, motivation. En arrivant au carreau et au stade de l'engagement, donc après cette application, cette durée, il y a un sentiment de joie qui est acquis chez cet employé. Donc, il va vous dire, je me lance, j'y vais, j'ai envie d'y aller. Donc ici, euh, c'est c'est- c'est- c'est l'engagement, c'est l'adhésion par compréhension, par pratique, par esprit, par émotion. Et on arrive jusqu'à l'action. Je n'aurais jamais pu imaginer faire cela avant. Donc ici, on arrive jusqu'à le fait euh, c'est comme si il est en train de se remettre en cause. Si j'aurais comment dirais-je, euh, il est en train de comparer entre son passé, son activité au passé et maintenant, après ce changement-là, qu'est-ce qu'il a réellement gagné de ce processus ou de cette action de changement. Donc, dans cette étape, en tant que manager, vous devez reconnaître avec optimisme expression donc des sentiments, l'automotivation et la conscience de soi. Donc ici, grâce donc à cette courbe de changement de Kubler-Ross, vous pouvez anticiper les réactions du personnel face au changement et donc adopter et mettre les plans nécessaires pour euh, amener ce personnel à vous suivre dans votre processus et conduite de changement. Jusque-là, donc, nous avons compris ensemble qu'est-ce que c'est que le changement, le management du changement, les causes, les différents modèles. Et dans la prochaine partie, nous allons continuer donc pour comprendre qu'est-ce que c'est que la résistance au changement, quels sont les acteurs de la conduite changement, les types de changement et l'importance et le rôle du manager et de la communication dans la réalisation et la réussite d'un tel processus de changement dans l'entreprise. Jusque-là, je vais vous laisser pour euh, bien étudier donc cette partie-là et répondre au quiz. Et on se retrouve dans euh, le, euh, la séance de panel de discussion. Merci à vous.